Bonjour à tous, Bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec un sujet qui va nous tenir tout le mandat tant ça va être un enjeu après la crise, comment aider les entreprises. Alors, développer un territoire, ça ne s'improvise pas. C'est une démarche qui est progressive, qui est globale, qui va se fonder sur votre savoir-faire, sur un subtil équilibre entre le développement local, endogène, et l'arrivée de nouvelles entreprises, développement exogène. Et l'ère du développement uniquement basé sur les zones d'activité économique est totalement dépassée par la multiplication des besoins notamment. La boîte à outils pour le juriste est pleine d'outils. Souvent les gens croient qu'ils ne peuvent rien faire, c'est pas vrai, il y a beaucoup d'outils, mais ils sont d'un maniement complexe et ça sera à vous de comprendre dans tous les outils qu'on va vous présenter ceux qui peuvent vous convenir et comment jouer avec en fonction de votre projet et de votre territoire. Voici d'ailleurs un grand tableau qui retrace l'ensemble de ces outils, c'est vous dire s'il y en a. Ne prenez pas peur. Tout d'abord, on peut prendre le choix de l'action directe, parfois notamment pour un commerce multiservice, un salon de coiffure municipal rural, une laverie dans un quartier défavorisé ou encore un réseau public de taxis verts à la demande. La commune ou la structure intercommunale peut décider de créer directement une activité. Il s'agira alors d'un service public industriel et commercial, un SPIC. Alors là, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'aider une entreprise, il s'agit de la créer. Faut-il qu'il y ait un intérêt public local, et qu'il y ait une carence de l'initiative privée, qualitative ou quantitative. Ces critères font l'objet de jurisprudences qui sont plutôt tolérantes, mais ce régime d'intervention directe peut être coûteux et chronophage. Donc, à manier, mais avec un peu de précaution. Deuxième régime, qui est assez proche, c'est je vais répondre à des besoins de la population, soit en milieu rural, soit dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et là, on a un outil qui est puissant. En pareil cas, la commune peut soit accorder des aides, même directes, sous quelques conditions. Elle peut reprendre elle-même aussi l'activité tertiaire, en cas de nécessité de remplacer un départ en retraite, par exemple, puis gérer. Et concrètement, ce stade, il faut bien choisir son montage juridique et se faire accompagner. Est-ce que je le fais moi-même? Oui, mais est-ce que j'utilise un régime de droit public? Est-ce que le commerçant va habiter au-dessus du commerce? Oui, mais dans ce cas, ça implique certains régimes juridiques, etc. Beaucoup de doigté à avoir à ce moment-là. Seulement sur des activités tertiaires, et là aussi, c'est très bien, il y a tout un savoir-faire à développer, y compris dans les liens avec les centrales d'achat et autres, mais ne tombons pas dans quelques pièges juridiques un petit peu douloureux. L'activité va devoir soit répondre à un intérêt public local et intervenir en milieu rural ou donc dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, mais vous aurez à ce moment-là la possibilité donc d'agir soit directement, vous le faites vous-même, soit d'aider une entreprise. Une autre forme très directe d'intervention peut consister à octroyer une aide directe à une entreprise. Alors là, il ne s'agit pas uniquement d'être limité à certains quartiers ou certains services, on a la possibilité d'agir dans tous les secteurs, mais encore faut-il qu'il s'agisse soit de compléter une aide directe de la région, y compris ces fameuses politiques de fonds d'investissement ou de fonds régionaux, ou alors dans le cadre du maintien des services nécessaires à la population en milieu rural, ce qu'on a déjà un peu évoqué, soit d'intervenir dans des cadres assez précis, comme par exemple les fameuses aides loi Sueur au profit de certains cinémas, voire aussi quelques spécificités pour les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP, non cependant sans quelques incertitudes juridiques, signalons-le. Et puis il y a tout un régime qui est à connaître sur l'aide aux professionnels de santé, nous y reviendrons tout à l'heure. Et attention aux aides aux associations qui cependant mènent des activités économiques, au point même de risquer d'être considérées comme des entreprises, ce qui rend illégal alors aussi certaines subventions. Néanmoins, on n'est pas sur exactement la même frontière que l'assujettissement à TVA, attention. Et dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon sinon, communes et groupements peuvent donc agir en complément donc de l'aide régionale, en s'inscrivant dans une aide régionale, en abondant en fonds régionaux par exemple, ou tout simplement par convention avec la région ou la métropole de Lyon. Le fonds État-région ne permettant pas au bloc communal de cibler territorialement leurs interventions, les collectivités peuvent aussi, si elles le souhaitent, abonder de tels fonds dits de proximité, à l'image de ceux qu'ont créés la Nouvelle-Aquitaine ou la Charente-Maritime en partenariat avec la Banque des Territoires. Ces fonds permettent bien souvent d'intervenir sous forme d'avances remboursables ou d'aides. Et puis il y a toute une série d'autres aides qui sont à connaître. On peut parfois, non pas aider une entreprise individuellement, mais créer, à l'échelle de l'intercommunalité en général, des structures de conseil, souvent en lien avec les chambres consulaires. Aide au conseil,
aide à l'export, outils communs, par exemple pour, je sais pas moi, des salles de réunion ou autres, qui, sous réserve de quelques prudences juridiques, peuvent être tout à fait ciblés pour aider les entreprises, non pas en espèces sonnantes et trébuchantes, mais finalement à réellement asseoir leur développement. D'autres aides sont considérées comme indirectes tout en faisant l'objet de règles assez contraignantes. Il en va ainsi notamment des exonérations fiscales. Et mieux vaut ne pas se tromper en la matière. En effet, les exonérations illégales peuvent dans certains cas constituer un délit de concussion. Et puis il y a tout un système de garantie d'emprunt que les développeurs économiques connaissent bien. J'aurai des aides que je vais donner sous forme de caution de garantie d'emprunt, c'est presque la même chose mais pas tout à fait. Et j'aurai des plafonds prudentiels en fonction de mes recettes de section de fonctionnement qui vont s'appliquer avec des seuils 50, 80 voire 100% à manier avec une relative précaution parce qu'il y a une certaine complexité technique, même si ce n'est pas un décaissement immédiat bien sûr. Enfin, des règles particulières s'appliquent en cas de vente ou de location de biens immobiliers aux entreprises. Toute location ou toute vente de bâtiments à une entreprise doit être conclue aux conditions du marché, avec un rabais qui peut être possible, mais qui sera égal à la différence entre le prix de revient du bâtiment après rénovation et sa valeur au prix du marché. Divers rabais sont également envisageables ensuite selon le type de zonage. Avec des montages qui peuvent passer par des crédits baux et autres, mais attention, le faire trop souvent vous transformera en établissement de crédit, ce qui est illégal. Il y a là aussi quelques règles de droit à connaître pour éviter des pièges. Et puis il y a tout un panel énorme d'indirects. Par exemple, si vous faites votre pépinière, votre atelier relais, surtout la pépinière, comme j'ai des services communs, on est dans un autre régime que celui que Yann vient d'évoquer sur les aides à l'immobilier d'entreprise. Les autres aides indirectes peuvent être librement consenties par la commune, tant qu'elle ne se transforme pas en réalité en aide directe. Il en va ainsi en matière de vente ou de location d'un bien immobilier non bâti à une entreprise. Sous réserve évidemment qu'on justifie d'une contrepartie d'intérêt général. Et voici quelques développements à ce propos. En ces temps de crise sanitaire, des ajustements du droit de la commande publique ont été opérés, en termes d'acompte, de modalités de suspension et de reprise de contrat, en termes d'entreprises en redressement judiciaire. Ces mécanismes sont pour partie prolongés post-état d'urgence sanitaire et peuvent donc être des leviers intéressants également pour les entreprises du territoire. Mais surtout, la commande publique, vous pourrez l'utiliser pour ces clauses sociales, pour ces clauses environnementales, notamment pour favoriser la constitution de circuits courts, en lien notamment avec la loi Egalim, nous y reviendrons tout à l'heure. Toujours en ces temps sanitaires, on peut aussi bénéficier de reports fiscaux, en termes de taxes de séjour au forfait, la TOM, la taxe sur les enseignes publicitaires, etc., etc. Attention néanmoins, il faut bien questionner l'opportunité et voir si les mécanismes ne font pas automatiquement déjà des réductions. C'est le cas par exemple de la redevance en termes de déchets, qui a priori va baisser mathématiquement. Pareil en matière de loyer, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, mais un certain nombre de collectivités du coup se posent la question maintenant parce que ceux-ci n'ont pas été payés. J'ai pas le droit de faire de cadeaux, mais si tout le marché s'est écroulé, et que je peux justifier que du coup je ne fais pas un cadeau autre que celui que font les autres bailleurs sur le territoire, alors je peux faire des remises, renégocier mes baux, etc. sous réserve de rester dans les purs du marché ou d'être sinon dans les aides à l'immobilier d'entreprise que Yann évoquait tout à l'heure. Un mot d'ailleurs sur les loyers. Pas de cadeau, mais il est défendable si l'on démontre que les autres bailleurs font de même, que l'on se rapproche donc du marché. Et voici ici quelques développements complémentaires. Il s'agit d'aider en fait les entreprises à bâtir leur dossier avec les banques. Les fonds de l'État et l'usage du fonds de solidarité. Un élément aussi, les collectivités ne sont plus plafonnées pour certaines aides. Il y a eu des déplafonnements sur les fameux dits contrats de Cahors, sur la hausse des dépenses de fonctionnement de certaines grosses collectivités, ce qui libère un petit peu d'espace financier pour ce genre de politique. Attention également aux aides si les entreprises sont en difficulté. En la matière, certaines aides ne seront plus possibles pour les entreprises qui sont dans le cadre d'une procédure par exemple de redressement judiciaire. Néanmoins, d'autres mécanismes peuvent venir s'y substituer, puisqu'il existe tout un panel d'aides spécifiques sur lesquelles nous ne reviendrons pas, spécifiquement créées pour aider les entreprises en difficulté. Il y a aussi l'usage du fonds de solidarité. Vous l'avez connu, ou sinon on n'en est plus là, mais on vous a remis quand même quelques détails que voici sur le fonds de solidarité, plus le fait qu'il y a des textes en cours de débat parlementaire au profit peut-être d'aides notamment départementales, mais la base reste quand même que si un département aujourd'hui fait des aides directes hors complément des conventions régionales ou des aides régionales aux entreprises, évidemment, ce sera illégal. Théâtre Châlons-Champagne. Justement, revenons sur les départements.
Ça ne veut pas dire que les départements, pour autant, ne peuvent rien faire. D'abord, comme Eric l'a évoqué, ils peuvent s'inscrire en complémentarité avec le fonds national ou avec un fonds régional. Ils peuvent également intervenir en direct dans certains cas très ciblés, comme en matière de catastrophes naturelles, où ils disposent d'une compétence spécifique en la matière. Ils peuvent aussi, à travers des mécanismes de délégation ou d'accompagnement, accompagner un territoire. C'est le cas avec le financement de projets d'investissement portés par le bloc communal, où ils peuvent venir effectivement s'inscrire en complémentarité. De même, on peut avoir un mécanisme d'aide nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en zone rurale. C'est le régime qu'on a vu tout à l'heure, mais pour lequel il peut y avoir des conventions entre justement communes, intercommunalités et départements. Également, via une délégation bien ciblée, le département peut intervenir pour porter l'aide à l'immobilier. De même, par la délégation, il peut porter des mécanismes de garantie d'emprunt. Il peut aussi, sur certaines opérations, bénéficier d'un droit de préemption commerciale et il peut bien entendu intervenir au titre de ses compétences classiques, comme le soutien en matière agricole, sur la ruralité, en matière de tourisme, sur la solidarité, etc. Et également intervenir sur des secteurs communs, comme par exemple sur le cinéma. Il peut aussi s'inscrire dans une démarche plus intégrée, en jouant plutôt cette fois-ci sur une relation en tandem avec les collectivités, les communes en réalité et les communautés de son territoire, par exemple à travers une entreprise publique locale ou un syndicat mixte qui vont pouvoir porter des actions qui se croisent au niveau des compétences et du bloc communal et du département. Voire évidemment combiner tout ceci avec ses propres actions en matière d'aide aux collectivités via des SATES ou des agences techniques départementales. Agences techniques départementales qui ont été d'ailleurs renforcées dans leur mission récemment. Tout à fait. Et puis, il y a énormément d'outils que vous avez entre vos mains et qui ont un impact, peut-être pas toujours immédiat, mais à moyen terme, sur tout ce qui est notamment commercial. Via le règlement local de publicité que Yann évoquait tout à l'heure, via les outils d'urbanisme que sont le SCOT et le PLU, mais via aussi les droits de préemption, général et préemption sur les baux commerciaux. On s'attend à ce que beaucoup d'entreprises commerciales, notamment de bars, restaurants, etc., fassent faillite ou ont déjà fait faillite, reprendre par une politique de préemption active des baux commerciaux pour redynamiser le commerce, etc., peut être tout à fait utile. Combiné dans certains cas d'ailleurs avec des actions plus patrimoniales de SEM ou de SPL patrimonial. Et puis il y a aussi les opérations cœur de ville ou autres. D'ailleurs, il y aura de nouveaux outils pour les petites villes. On peut aussi jouer sur les reports fiscaux. Les entreprises disposent déjà de la possibilité de solliciter un report du règlement des échéances des impôts directs. Et les collectivités sont à ce titre invitées à relier le formulaire. Et donc les territoires peuvent aussi être un soutien pour aider dans ces démarches-là. On vous a mis quelques détails ensuite sur tout ce qui concerne ces reports fiscaux, qui sont plutôt des choses qui étaient d'actualité jusqu'au 10 juillet, mais qu'il faut quand même avoir à l'esprit, d'autant que il y a un certain nombre de collectivités qui se posent encore des questions avant l'adoption définitive de leur budget en juillet. Il y a des outils propres à tout ce qui est sanitaire. Alors, on a fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à la regarder, où on va avoir des montages qui ne sont pas uniquement des maisons de santé, mais qui peuvent être de différentes natures, pour tout ce qui est prise en charge de frais d'investissement et surtout favoriser l'installation, le maintien des professionnels de santé. Voici quelques détails, mais encore une fois, regardez surtout notre vidéo à ce propos. En matière de culture, on a la possibilité aussi d'assurer le maintien d'une partie des subventions accordées à un projet, un événement ou une manifestation qui ont été annulées pendant la période de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire. Les collectivités peuvent également participer au soutien à la culture en sus des aides qui sont accordées déjà par l'État et les organismes compétents. Par exemple, le CNC pour le cinéma. Sur les exonérations loi Sueur, en fait, souvent on est sur des montages plus complexes, domaine sur lequel nous travaillons beaucoup et pour lequel vraiment il faut faire attention aussi à l'optimisation du régime des aides CNC en même temps. Il y a un régime mal connu qui permettent d'aider dans certains cas en matière de librairie, en matière d'exonération en matière d'entreprise de spectacle, et puis quelques domaines en matière d'agriculture. En matière d'agriculture, on peut également participer au fonds créé pour les régions en faveur des agriculteurs. Attention, en matière agricole, les aides rentrent presque toutes dans des règles très spécifiques, propres au secteur agricole, et on relèvera que quelques aspects, mais en matière fiscale, le bloc communal peut aussi mettre en place des exonérations de taxes foncières sur les propriétés non bâties pour certains types d'activités agricoles. Alors, soyons clairs, Là, on est justement, non pas à voir ensuite des actions outil par outil.
Prenez un exemple. Vous voulez faire des filières locales en matière donc de locavorisme et de développement agricole. Eh bien, vous allez travailler avec les acteurs, les CUMA, la Chambre d'agriculture, vous allez aider à mettre en réseau, vous allez mettre en place une politique de la loi Egalim pour vos propres restaurations collectives. Certaines collectivités publiques sur des chaînons manquants vont faire parfois leur propre verger ou ce genre de choses. Et souvent, là, on va aider. Et là, par exemple, vous voyez, les aides départementales, les exonérations en taxes foncières non bâties vont participer. Vous voyez, donc d'abord votre projet et ensuite les outils qui vont bien avec, mais qui nécessitent de les voir très largement et parfois de pouvoir changer légèrement le projet pour optimiser ce que vous allez pouvoir porter et surtout son efficacité. Sur les circuits courts, le locavorisme, encore une fois, je vous ai mis là quelques détails. On a des vidéos là-dessus, on a des articles, regardez-les, sur le fait qu'à partir de 2022, vous devrez avoir 50% de toute manière en prix de l'assiette qui sera soit en bio, soit conversion au bio, soit un certain nombre de labels. Très bien, le bio devant faire 20% du tout, pas 20% des 50%, d'accord. Sauf que là, en réalité, vous avez parmi les critères, soit des labels, etc., qui sont d'un maniement plus ou moins complexe selon votre mode de gestion. Mais vous aurez aussi la possibilité de prendre en compte les externalités environnementales. Alors, si vous dites que tout producteur doit être à une distance de 20 km de la commune, ça ne va pas marcher en droit des contrats publics. Mais si, en revanche, un peu plus subtilement, on prend en compte des paramètres qui peuvent favoriser non pas officiellement le locavorisme, mais en réalité baisser le coût carbone, et qu'en même temps vous travaillez depuis des années avec les acteurs du territoire à mettre en place des filières de circuits courts, etc., vous avez des tas de possibilités qui s'offrent à vous de dynamisation de votre territoire en étant directement acteur sur ce point. Donc là, on vous a mis quelques détails pour comprendre tout ceci, mais il faut bien revoir que toute la restauration collective a une grande, de toute manière, transition à gérer d'ici à 2022. Voici un décret du 23 avril 2019 qui nous détaille tout ceci. À côté de tout ceci, donc, vous avez des actions dans lesquelles les collectivités peuvent se retrouver, parfois même au sein de CUMA ou autres. Donc on a des paramètres. On a aussi l'achat public qui se retrouve mobilisé pour tout ce qui est mis en avant de la lutte contre le gaspillage et en faveur d'éléments d'économie circulaire. Avec l'obligation, c'est même pas la possibilité, ça va être l'obligation à partir de 2021 de prévoir des clauses relatives à l'économie circulaire. On va en profiter justement pour favoriser les filières de réparation qui sont vertueuses sur le territoire, en faveur y compris d'ailleurs d'éléments reconditionnés. Donc vous avez là, il y a même un volet spécifique sur les pneus, etc. Et puis une complexité qui va être globalement à prendre en compte sur tout ce qu'on vient de voir ensemble. Voilà, de manière transversale, il va falloir être très vigilant sur le régime dit des aides d'État. Les accompagnements qu'on va apporter peuvent effectivement se retrouver être non conformes avec le traité, les articles 107 et 108 du traité, et dès lors risquer d'être invalidés. On va regarder pour les aides d'État, d'abord si l'activité potentiellement est une activité économique. Et là, première mise en garde, même une association peut être considérée comme étant une entité économique. Deuxième aspect, on va regarder si l'aide peut avoir un aspect anticoncurrentiel, créer une distorsion. Et ça peut arriver si je vais aider tel ou tel type d'activité qui en réalité n'est pas ultra local. Je résume de manière extrême, en réalité, une foultitude de principes qui accompagnent ce mécanisme-là. On va regarder ensuite si l'aide se retrouve en dessous des seuils dits de minimis. Mais attention, on ne va pas forcément regarder l'aide de manière individuelle. On va devoir appréhender l'ensemble des aides dont a pu bénéficier l'entreprise. Donc il faut aussi prendre en compte l'ensemble des mécanismes et ne pas jouer au petit malin en essayant de scinder les aides en plusieurs aides pour pouvoir passer en dessous des seuils. Ça ne marchera pas, c'est assez proche de l'esprit de la commande publique de ce point de vue-là. Si je suis au-dessus des seuils de minimis, je vais peut-être devoir regarder si, finalement, je ne suis pas quand même dans un autre régime dérogatoire qui me ferait bénéficier d'exonération totale ou d'autres seuils qui seraient applicables. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. En fonction de ça, soit mon aide sera présumée comme étant compatible, conforme au traité, et là, pas de souci. Mais si je me retrouve finalement à être au-dessus de ces seuils, il y aura une obligation de notification en réalité passant par la région, mais avec un risque sérieux que mon aide en réalité soit illégale et donc invalidée, ou pire même, me conduire à des remboursements. Ou en tout cas, si vous en êtes là, il faudra bâtir un dossier solide en droit là-dessus. Alors, on vous a mis toute une série de précisions
étant retenu en plus que en ce moment ces exceptions de minimis ont été un peu assouplies comme elles l'avaient été déjà au lendemain de la crise de 2008. Voici des extraits du guide du Conseil d'État à ce propos. Les assouplissements que j'évoquais tout à l'heure, ATML ou ACML, qui ont donné lieu à tous ces éléments-là. Donc, vous allez nous dire, mais alors, disons, plus de 20 minutes pour voir une série d'outils, tout ceci va très vite. C'est ce qu'on vous disait. La boîte à outils est pleine d'outils, vous êtes plein de projets, vos territoires sont pleins de projets et de besoins. Le tout, c'est de voir ce qui peut être fait et de préparer un projet, puis ensuite d'aller voir tous les outils juridiques qui peuvent le servir avant que le projet ne soit totalement forgé, pour qu'on puisse ajuster un peu vos projets en fonction de tous les outils que nous avons, nous, dans notre boîte à outils. À bientôt, merci et au revoir. Au revoir.